Bien, je vous propose de commencer cet atelier qui porte donc sur la question des collectifs de journalistes et avec une thématique qu'on a déjà développée plusieurs fois dans des endroits différents qui nous a paru intéressante, c'est-à-dire comment ça marche. Autrement dit, pour des journalistes qui veulent créer un collectif ou pour des journalistes qui veulent rejoindre un collectif, donc des journalistes, des pigistes en général, quelles sont les caractéristiques, le fonctionnement, et aussi mettre en évidence la diversité des approches, parce que vous verrez, c'était plus ou moins voulu, mais il n'y a pas un modèle standard, il y a une diversité d'approches, même s'il y a des convergences sur un certain nombre de manières de travailler, des choses comme ça. Donc le principe, c'est très simple, c'est un système de questions-réponses. C'est vous qui posez les questions et c'est eux qui répondent. Là, on a travaillé avec un groupe d'étudiants de l'école de journalisme de Tours, donc le PJT, de préparer un certain nombre de questions et qui vont aussi co-animer, puisque Mathias, qui est là, qui remplace donc Maya, va prendre le relais une fois que j'aurai terminé de vous présenter. Donc, qui sont les collectifs qui sont présents? Donc, on a Eva Tapiro qui est là, d'un collectif qui s'appelle Icaya. Je ne présente pas le collectif parce que c'est elle qui va le faire. Ensuite, on a Ariel, qui est donc du collectif Les Enflammés. On a Anna Lopez, mais qui est là un peu, vous verrez, elle nous vient à la fois d'Espagne et de Paris, mais elle fonctionne sur des collectifs un peu différents, mais elle a une richesse pour nous, c'est qu'elle a une expérience en matière de recherche de financement, et notamment de financement européen, et je pense que pour les uns et les autres, c'est quelque chose de très important, parce que souvent, comment finance-t-on une enquête sur les PFAS ou d'autres, les fonds européens, pourquoi pas, ou les bourses, etc. Christine Lamiap, qui est là, qui est un collectif donc, qui s'appelle Les Incorrigibles. Anna Sardin, qui est un collectif tout jeune, en cours, on pourrait dire presque de constitution. Donc on voulait justement avoir ce genre d'expérience de in vivo, donc avec les rapporteuses. Et Hugo Coignard, qui est là du collectif Enquêto, qui est un collectif qui n'est pas si vieux que ça, mais qui a déjà une belle histoire, et notamment en matière d'enquête et sur les questions notamment de polluants, etc. Donc, avant qu'on vous pose des questions, parce que là j'étais vraiment très sommaire, pouvez-vous nous dire 2-3 mots sur vos collectifs? Alors, on va faire passer le micro comme ça. Depuis quand? C'est intéressant. Combien vous êtes? Parce que on s'aperçoit qu'il y a une assez grande diversité dans l'idée de collectif. Et puis, pourquoi vous avez créé ce collectif? Et là, Eva, en fait, j'ai été peut-être un peu restrictif parce que vous êtes peut-être pas la seule ici, vous êtes sur plusieurs collectifs. Donc, éventuellement, vous pouvez peut-être dire quelques mots sur l'autre collectif que vous fréquentez. Tout à fait. Bonjour. Oui, je mange à tous les râteliers, bien sûr. Alors oui, je fais partie de 2 collectifs. Je fais partie du collectif La Friche et je fais partie du collectif Icaya. Donc je viens un peu plus particulièrement pour Icaya aujourd'hui parce qu'on a un peu plus échangé là-dessus en amont. Mais en gros, La Friche, ce n'est pas moi qui l'ai créé. J'ai rejoint le collectif et on est une vingtaine de journalistes indépendants, de documentaristes, de photographes. C'est un collectif assez ouvert en réalité, avec pas mal de spécialités différentes. Dans les personnes qui le composent et sa spécificité, c'est que on fait énormément d'éducation aux médias et d'éducation populaire aux médias. On fait des formations de journalistes aussi, on forme les journalistes et des profs notamment à l'éducation aux médias. Donc voilà, on tourne beaucoup là-dessus et on fait pas mal de projets communs, des documentaires, on a eu une revue, donc voilà, c'est un projet qui fonctionne de cette manière-là. Et
Ikaia, alors c'est tout à fait différent, puisque bon, nous aussi, on est toutes jeunes, puisqu'on vient de le monter. En réalité, on a ouvert notre compte Insta hier, donc si vous voulez nous suivre, c'est le moment. Voilà, collectif Ikaia, je le dis parce qu'en plus sinon je vais me faire fâcher parce que moi j'utilise très peu Insta, donc voilà. Et donc on est un collectif de 4 femmes journalistes et le point commun, en fait, que nous avons, c'est d'être reporters. On a vraiment créé ce collectif pour ça. Ça fait à peu près 1 an qu'on parle sur des groupes WhatsApp, tout simplement, où on s'entraide, on fait beaucoup de sécurité aussi. L'une de nous est basée à Istanbul et l'autre est basée à Kiev. Et donc, et moi, je fais aussi beaucoup de reportages, parfois dans des terrains pas forcément compliqués, mais seuls, un peu éloignés. Et une des premières choses en fait qui a fait qu'on a voulu créer ce collectif avec Cerise, qui est ma consoeur. En fait, c'est vraiment la sécurité. C'est vraiment quand on est toute seule sur le terrain, qui sait où on est, qui sait avec qui on est, qui sait avec qui on parle. Et en fait, c'est comme ça que nous, on faisait ça pour nous deux. Et c'est comme ça qu'on a créé ce collectif. Et ensuite vient vraiment les choses très basiques, prosaïques, qui sont le réseau, les contacts, la relecture d'articles, ce genre de choses. Voilà. Je ne sais pas si je dois en dire plus. C'est bon. Ah pardon, j'étais trop longue. Alors pour le collectif Les Enflammés, on est 6 femmes journalistes pigistes de Paris. Moi, je suis basée en Bretagne. On est aussi à Nantes et bientôt à Berlin. On s'est créé de façon très informelle, pareil, beaucoup WhatsApp en fait, en janvier 2023. Et on s'est officialisé, on va dire. Donc on a trouvé un nom et pareil, on a ouvert un compte Instagram, rien de très farfelu. 1 an et demi plus tard, donc on a quand même eu plus d'1 an de fonctionnement très informel avant de se dire, quand il y a eu en fait la création du collectif des collectifs, on a vu qu'il y avait peut-être un intérêt aussi à se formaliser et à dire qu'on fonctionnait et qu'on s'entraidait. Et nous, c'est clairement pour la survie du Pigistan qu'on s'est créé. Voilà, c'est à la fois pour s'aider dans les relectures, les pitchs, à qui on doit s'adresser, dans quels médias, qui a quelle info sur quoi, mais aussi pour se soutenir dans nos démarches avec France Travail parce que c'est l'enfer. Avec certaines rédactions en chef aussi, ça peut être très compliqué. On peut être très seul aussi quand on a 0 réponse sur des pitchs. Voilà, donc c'est vraiment sur l'entraide, le soutien et maintenant avec ce compte Instagram aussi la valorisation entre nous. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces consoeurs nous valoriser. Voilà à peu près pour ce que je peux dire là tout de suite. Peut-être, je crois que vous êtes plusieurs à venir de Prenons la Une. Non. Alors nous, oui, chez Les Enflammés, on est toutes membres de Prenons la Une. Effectivement, Eva aussi. C'est vrai qu'on s'est constitué par, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais par camaraderie, quoi. Voilà, on se connaissait toutes de cet assaut et je pense qu'on pourra un peu plus en parler. Je pense qu'il y a des explications intéressantes à donner par rapport à ça. D'accord, merci. Peut-être justement, c'était pour faire le lien avec Anna Lopez, qui elle nous fait partie de plusieurs collectifs, mais d'une conception un peu différente, c'est-à-dire ce sont pas des collectifs, ce sont des collectifs qui sont moins des collectifs de travail, plus des collectifs d'entraide. Et on lui a surtout demandé donc de venir nous accompagner, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous aider. Donc quels sont ces collectifs auxquels vous participez, que nous les connaissions? Je fais partie d'un collectif en Espagne qui s'appelle Contemos el Mundo, donc racontons le monde. Et en fait, c'est un collectif qui a été créé en 2021. Moi, je fais partie depuis 2021. Et c'est un collectif de femmes et journalistes et photographes freelance. Et aussi, il y a plusieurs profils qui, c'était des journalistes et maintenant ils travaillent, et, ils sont par exemple dans des organisations, dans des associations, mais ils ont voulu rester dans les groupes WhatsApp. Et ce qu'on fait, c'est plutôt s'entraider en fait, par rapport aux offres d'emploi, par exemple, quand quelqu'un se fait harceler dans un réseau social, on essaye de les aider, de partager. Et aussi, par exemple, si on veut faire une recherche internationale ou on va faire un reportage dans un autre pays, en fait, on est 200 femmes autour du monde. On est un collectif hispanophone. Et en fait, la seule condition, c'est être femme et parler espagnol. Donc, la plupart, on est espagnol, mais il y a beaucoup de gens en Amérique latine. Et voilà, on est dans tous les continents. Et après, je fais partie aussi d'un autre collectif des pigistes à Paris. Et ça s'appelle les pigistes du corps.
Et pareil, c'est un groupe WhatsApp. Et c'est pas une association, c'est très informel. Et on fait des apéros une fois par mois à Paris pour, pareil, s'entraider, se raconter. Et grâce à ces deux collectifs-là, en fait, j'ai réussi à connaître des journalistes avec lesquels j'ai postulé à des bourses et pour faire des recherches internationales. J'ai eu les différentes bourses. D'accord, merci. Alors Christine Lamiable, Les Incos. Bonjour, donc moi je fais partie du collectif Les Incorrigibles, qui en réalité a presque 25 ans d'existence, je crois, puisqu'il a été créé en 2001 à Montreuil. Je n'y étais pas à l'époque, j'y suis depuis 10 ans maintenant. Le collectif initialement a été créé pour les mêmes raisons qu'énoncées par mes consoeurs, c'est-à-dire s'entraider. Il y avait 3 femmes pigistes qui l'ont créé à la base et le collectif a grossi de plus en plus, notamment parce que nous avons des locaux, des bureaux partagés à Montreuil. Donc aujourd'hui, nous sommes 24 journalistes pigistes qui sont principalement la presse écrite, mais aussi en ce moment un réalisateur, auteur de scénarios, quelques photographes. Et voilà, donc on partage ces locaux, on se retrouve autant de fois qu'on le souhaite. Voilà, avec la même tonalité que mes consoeurs, c'est-à-dire s'échanger des contacts, se remonter le moral quand on n'a pas vendu un sujet, se féliciter quand on en a vendu un, voilà, faire des apéros conviviaux, c'est-à-dire vraiment ne pas être seul dans un monde où on est considéré un petit peu comme des mercenaires de l'écriture et nous n'avons pas la même attention des rédactions que les gens en poste. Je crois que j'ai dit l'essentiel et on complétera par la suite avec vos questions. Anna Sardin, les rapporteuses. Bonjour. Alors nous, on est un tout jeune collectif dont je suis l'une des co-créatrices. On a commencé à faire des réunions assez régulièrement, mais de manière informelle en mai-juin dernier, je dirais. On est 5 femmes, toutes à la pige aussi. Et l'idée, c'était, voilà, je vais pas inventer l'eau chaude, céder parce que on était seuls et précaires dans notre pratique professionnelle et qu'il y avait un besoin en fait de se créer sa propre rédaction choisie. Et on a existé longtemps de manière assez informelle et on s'est dit assez récemment que ça pouvait être une bonne chose de formaliser le collectif et d'en parler, de le montrer et de l'utiliser comme un outil aussi qui puisse nous permettre de valoriser nos écrits et notre travail. Donc voilà. Et donc nous avons également une page Insta et même si ce n'est pas une compétition, elle existe depuis aujourd'hui. Hugo Coignard, Enquêto. Alors. Bonjour, du coup Hugo Coignard, pour le collectif Enquêto. On s'est créé en 2023 avec d'ailleurs Lucas qui est ici dans la salle. On a eu l'idée en fait parce que comme vous, on avait envie de se retrouver pour pas vivre seul la pige, mais aussi et surtout on a la particularité de s'être créé avec un projet éditorial bien précis qui est de l'enquête sur les pollutions industrielles. Et donc voilà, on a une ligne éditoriale qui est assez précise et on s'est réunis au début à 4, puis ensuite à 6, à 8, et maintenant on est 14 journalistes indépendants et indépendantes, répartis un peu partout en France, donc à Lyon, à Toulouse, à Paris, à Lille, à Strasbourg. C'est à peu près la géographie. Et on a maintenant depuis peu aussi un petit bureau partagé à l'Académie du Climat à Paris pour pouvoir se retrouver régulièrement. Et on a aussi à cœur le journalisme d'impact. Eh ben, c'est à nous, les journalistes en formation de l'EPJT. Donc nous, on va s'organiser, on va poser une ou deux questions et après on va faire des relances au public, savoir si ça vous fait réagir, les réponses de nos invités. Et moi, je vais commencer par la première question de lancement. Pour tout le monde, quels sont les défis majeurs que vous rencontrez en tant que collectif dans votre travail au quotidien? Je peux.
Après, je ne sais pas si on va avoir tous les mêmes défis majeurs, mais pour moi, le défi du collectif, puisque c'est ça ta question, c'est de l'organisation du collectif, c'est de l'organisation en réalité et de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est là pour les mêmes raisons? Est-ce qu'on a les mêmes envies, les mêmes besoins? Et c'est ça qui, en général, fait qu'on se lance en collectif. Mais parfois, on ne peut pas avoir toutes les discussions en amont, ce n'est pas possible. Donc le défi, c'est de s'entendre, mais comme n'importe quel type d'association, n'importe quel type d'endroit collectif. Pour moi, c'est ça le défi, en fait. Et du coup, de continuer à discuter entre nous beaucoup, en fait. Voilà. En fait, nous, on est un collectif informel, mais à un moment, on avait essayé de créer un asso et on avait résumé un financement. Mais c'était vraiment compliqué du fait à niveau géographique, parce qu'on est très, très dispersés. Et surtout parce que en fait, ça implique beaucoup de travail. Il fallait un trésorier, il fallait mon président, etc. Donc, c'était comme un boulot à part. Donc, il manquait du temps. Et finalement, en fait, chacun a sa vie et ça a été un peu compliqué. Finalement, on a décidé de continuer à s'entraider, mais pas en tant qu'association, mais plutôt en tant que groupe informel. Donc, les temps... Oui, je vais rebondir là-dessus. Les Incorrigibles, c'est une association loi 1901. Et effectivement, la loi nous oblige à élire un bureau avec un... Nous, on a choisi de faire coprésidence. On est 2 comptables. Voilà, on est 6. Le défi du collectif, effectivement, c'est effectivement de discuter et d'impliquer tout le monde, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout nous qui sommes 24 personnes. C'est-à-dire que, comme toute association, le défi, c'est que tout le monde participe un peu, au moins, à un des aspects du collectif. Parce qu'effectivement, sinon, la charge de travail repose très, très vite sur un noyau dur, avec risque d'épuisement des personnes. Et donc, la difficulté, c'est certainement de faire converger les intérêts que chacun trouve au collectif qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, il faut qu'il y ait un nombre d'intérêts suffisamment important à presque l'ensemble des membres. Et peut-être qu'un autre défi aussi, il est quand même financier, puisque nous, on a augmenté un petit peu le nombre de nos membres parce qu'on a des bureaux, que ça coûte de l'argent, que notre loyer a augmenté récemment. Donc un des défis, c'est de rester un collectif, de rester unis par ce qui nous unit principalement, c'est-à-dire vivre de la pige et en même temps rester dans des loyers qui sont abordables, parce qu'il a pu nous arriver que certaines personnes partent parce que l'exercice de la pige était compliqué à un moment donné et que mettre 90 € par mois dans ce collectif, ça peut sembler très peu, mais ça peut être beaucoup à l'échelle d'un pigiste. Voilà. Ouais, pour le coup, nous, on a des défis de jeunes collectifs qui sont où est-ce qu'on met la barre, où est-ce qu'on trouve un équilibre chacune entre le temps d'investissement dans le collectif et ce que le collectif nous rapporte, entre gros guillemets, en sachant que voilà, il y a toujours ces questions de est-ce qu'on devient une asso ou pas, est-ce qu'on fait un compte Instagram ou pas, qui s'en occupe, combien de temps ça prend, est-ce que ça nous rapporte quelque chose, de la visibilité, autre chose que ça, est-ce que des gens nous contacteront via ce collectif-là, est-ce qu'il a la bonne forme, est-ce qu'il peut intégrer plus de gens, moins de gens, est-ce que ça fonctionne comme ça, combien de réunions on fait, toutes ces questions-là en fait qui tiennent vraiment à ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, l'organisation du quotidien et le travail en collectif tout simplement, quoi. Le principal... de redire. Ouais. Hugo Coignard pour Enquêto. Notre principal, je pense, défi pour le collectif Enquêto, nous qui faisons de l'enquête, c'est clairement le système économique de comment on se rémunère, on se finance. Sur nos enquêtes, on a à cœur de mener des enquêtes sur des pollutions industrielles, des pôles industriels, donc les PFAS, si vous n'avez pas entendu parler, ou le cadmium plus récemment, qui a un petit peu fait la une de l'actu. On a beaucoup de nos journalistes qui bossent sur ces sujets-là, mais on est un peu
reconfronté au fait que l'enquête, la rémunération de l'enquête est un peu le parent pauvre aussi du journalisme. C'est ce qui est le moins rémunéré versus le temps qu'on y consacre. Et donc, on a aussi cette priorité au sein d'Enquêto de se dire que c'est un enjeu primordial de trouver un système économique pour se financer. Ça permet, je trouve, le collectif clairement d'aller voir les rédactions aussi quand on a sorti plusieurs enquêtes, notamment je pense à l'un de nos journalistes, Nicolas Kossik, qui a sorti récemment une grosse enquête pour Disclose sur la pollution au PFAS dans les Ardennes. Et quand on a des grosses enquêtes qui sortent, ça nous permet aussi d'aller voir les rédactions qui nous connaissent et de leur dire voilà, on a fait telles enquêtes, vous avez aimé, vous avez adoré repartager ce travail-là, le valoriser pour votre média, mais derrière on a besoin d'avoir pour les prochaines enquêtes des rémunérations plus conséquentes. Ça permet aussi d'ouvrir une négociation, une discussion qui se fait dans la bienveillance, de pouvoir aussi dire voilà, dans certains médias il y a telle rémunération, vous êtes plutôt à telle rémunération, et ça essaime aussi des réflexions. Et on a vu récemment que certains médias avec lesquels on collabore ont revu leur grille tarifaire. Alors on n'est pas, je pense, les seuls à leur avoir fait remonter cela, et peut-être que c'est pas Enquêto seul qui a contribué à cela, mais on voit qu'il y a des choses qui bougent, donc c'est l'effet positif, je trouve, du collectif. On ne se sentirait pas nécessairement seul, ce serait plus compliqué de mener un petit peu cette discussion sur les rémunérations, etc. Et à côté de ça, on a aussi clairement une réflexion sur comment se financer par nos propres moyens pour faire de l'enquête avec le collectif. Et donc on réfléchit à la voie d'un financement participatif, d'un don récurrent, d'autres voies de financement qui sont normalement consacrées aux médias, mais le fait est qu'aujourd'hui, pour se financer sur l'enquête, c'est compliqué, et du coup on cherche aussi nos propres voies pour se financer. Bonjour, Lise, aussi étudiante à l'EPJT. Pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, du coup, comment est-ce que vous trouvez vos financements? Quels sont vos systèmes de financement pour vos collectifs ou vos pistes, du coup, de financement? Voilà. Alors, Christine Lamiable des Incorrigibles. Nous, clairement, on n'a pas le même du tout fonctionnement qu'Enquêto. On n'a pas ou rarement de projets communs. Ça a pu arriver que 2-3 incorrigibles travaillent ensemble, l'un à la photo, l'autre au texte, ou deux au texte. Mais nous, on est plutôt une agrégation de pigistes qui travaillent chacun pour sa chapelle. Donc en réalité, on n'a pas ce levier de demander une augmentation des piges, sauf sur la base de relations personnelles, et on n'a pas de grands projets communs. Donc nos financements, ce sont nos salaires, c'est tout. Ce sont les piges que l'on touche et qui ne sont pas en hausse. Je ne vous apprends rien. Alors moi je vais parler un peu plus du coup de la friche, parce qu'avec Ikaya c'est un peu ça pour l'instant. Enfin, on travaille parfois en binôme, ça nous arrivait, voilà, photographe, rédactrice, et de fait parfois on vend plus facilement un sujet surtout quand c'est de l'actu chaude, quand on est déjà en binôme en fait, parce que les rédacs elles ont besoin des deux, et donc quand on dit on vient à deux, on est déjà constitué, on n'a pas, voilà, vous n'avez pas besoin de trouver un photographe dans le fin fond de je sais pas où, de quelle région, nanani, ça c'est plus facile. Après, avec la friche, pour le coup, on est un peu comme Enquêto. Enfin, on est un peu. Ah non, mais remarque, non, c'est toi qui disais que vous aviez de comptables aussi, de comptables et tout. À la friche, on est une association. Alors moi, je ne gère pas du tout cette partie parce que je suis nulle. Mais on a des comptes, un comptable, on fait rentrer beaucoup d'argent parce qu'on demande beaucoup de subventions pour travailler nous ensuite sur nos propres projets. Donc il y a des machines à remplir des subventions dans notre collectif, et ce n'est vraiment pas moi, mais voilà, il y a des gens qui savent bien faire ça et qui consacrent du temps et qui sont rémunérés pour ça. Nous, à la friche, on a vraiment beaucoup discuté et fait énormément de réunions en fait, on ne peut pas passer autant de temps sur des choses et être bénévole là-dessus, c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'avoir une expertise, c'est pas possible d'avoir des compétences et de considérer qu'on va pas rémunérer les personnes qui passent autant de temps dans le collectif à faire fructifier en fait le travail des autres aussi. Donc c'est vraiment une question énorme chez nous, et donc qui est passée par
certains du collectif qui sont rémunérés pour des tâches comme ça. Mais je ne vous cache pas que c'est extrêmement compliqué puisque c'est lourd. Ça veut dire qu'il faut vraiment des gens qui s'y attellent comme une entreprise ou une association qui fonctionne vraiment de cette manière. Mais c'est vrai que ça nous a permis de faire une revue, ça nous permet de produire certaines œuvres et ça nous permet de faire des projets communs qui ne seraient pas possibles sans ça, quoi. Alors, il y a plusieurs types de subventions. Il peut y avoir des subventions publiques, notamment pour l'éducation aux médias. Donc voilà, il y a pas mal de subventions ouvertes, publiques. Il peut y avoir des fondations qui proposent un certain nombre de subventions sur l'éducation aux médias ou sur des projets spécifiques de production de films ou de revues. Voilà. Et puis, voilà, des subventions européennes qu'on peut demander aussi. Et puis après, il y a pas mal de toutes petites subventions publiques, c'est-à-dire que comme certains d'entre nous travaillent vraiment sur le terrain, dans certaines écoles, dans certains établissements pénitentiaires, etc., on parle avec les élus, on parle avec les gens de terrain qui nous disent, nous, en fait, on lance un truc dans notre asso, on met 5 000 € parce qu'on veut que la médiathèque du quartier, on veut que les bibliothécaires, etc., soient formés pour pouvoir faire l'éducation aux médias avec les élèves tous les mercredis. Est-ce que vous pouvez nous proposer un truc, etc. Et donc nous, on dit oui, voilà, et c'est de cette manière-là qu'on rentre sur des financements parfois de subventions de manière un peu plus directe, en fait. Concrètement, les financements européens, ça marche comment? Et ça dépend du type de financement en tant qu'association ou si c'est pour une recherche. Donc, moi, j'ai aussi de l'expérience en ce que tu es en train de dire par rapport à remplir des formulaires pour des associations, parce qu'avant de devenir journaliste, j'ai travaillé dans le secteur humanitaire. Donc, une partie de la gestion des projets, c'était justement de postuler à des grands bailleurs comme l'Union européenne. Et donc, en gros, l'Union européenne, par exemple, c'est un des bailleurs les plus grands. Et pour les assos. Et en fait, ça dépend du type de financement. Si c'est éducation, en fait, il a une grosse panoplie de subventions. Et après, c'est plus ou moins les mêmes questions, toujours. Voilà, qu'est-ce qu'il fait les collectifs, quel est l'objectif du projet, de toute l'expérience. Et après, moi, en tant que pigiste, j'ai postulé à plusieurs et j'ai reçu des bourses avec des fonds européens, mais aussi des fonds, par exemple, de l'Angleterre. Par exemple, avec Earth Journalism, je viens de recevoir cette bourse pour faire une enquête sur la déforestation au Ghana et avec la nouvelle loi de l'Union européenne. Et après, on a par exemple aussi, à niveau de l'Union européenne, Journalism Fund Europe. Et j'ai reçu cette bourse l'année dernière pour faire une enquête internationale sur la Posidonie et l'impact du tourisme des masses sur la Posidonie. En gros, la Posidonie, c'est une plante dans la mer. Et en gros, ça capte plus de CO2 que la forêt amazonienne. Donc, on a fait une recherche internationale, France, Espagne et Italie. Vous avez aussi la bourse pour les recherches internationales de International Journalism for European Union. Et vous savez aussi, comme elle disait, des petites bourses qui peuvent sortir ou à niveau, en fait, ça dépend de la région où vous êtes. Mais si vous êtes basé en Europe, ça c'est les trois principales. Parfois, tu as Reuters ou des choses comme des organisations qui peuvent sortir aussi des bourses. Mais le principal pour moi, si vous êtes basé en France, c'est les trois que je viens de nommer. Oui, je peux poser. Oui, bonjour à toutes et tous. Que conseillez-vous à des jeunes journalistes ou des journalistes juniors pour la création d'un collectif, sachant que ce n'est pas facile de rejoindre un? Entre ceux qui vous répondent pas quand vous envoyez une candidature, ou ceux qui vous disent qu'on n'accepte pas d'autres membres, ou ceux qui vous disent, par exemple, quand vous parlez, par exemple, que vous voulez pas rester seul, isolé, ou vous voulez discuter vos angles, vos sujets, ils vous répondent qu'ils sont pas un centre de formation. Conseillez-vous alors pour les jeunes, les pigistes juniors, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, beaucoup de réseaux?
créer? Christine, donc des incorrigibles, c'est une question compliquée. Nous, on a à cœur d'avoir plusieurs tranches d'âge dans le collectif. Des journalistes pigistes qui débutent en quelque sorte, comme des journalistes qui ont 30, 40, 50, 60 ans. Ça, voilà, chez nous, ça va de peut-être 26 ans à 60 ans. Cela dit, comme nous, il y a un loyer à payer. Il faut quand même que la personne soit déjà capable, effectivement, parce qu'on sait que ça peut être très angoissant d'avoir cette somme à payer tous les mois. Donc il faut quand même qu'elle soit capable de vivre de la pige, qu'elle ait une certaine expérience. Cela dit, on a déjà pris des gens qui avaient assez peu d'expérience, mais qu'on sentait opérationnels, capables de s'insérer dans le monde de la pige. Voilà. Quel conseil donner? C'est compliqué. Je pense que déjà, on peut se regrouper entre pigistes par affinité, sans avoir besoin de locaux, justement de structuration par association, où il faut effectivement faire de la compta et tout ça. Je dirais commencer par se regrouper par affinité, peut-être par affinité de spécialité ou par capacité à se compléter aussi. Voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'insérer forcément dans un collectif existant. On peut aussi commencer à partir de, je vais passer la parole à ma consoeur, de 3-4 personnes qui s'entendent bien, de se soutenir dans ce monde difficile de la pige, effectivement. J'ai qu'un seul conseil à donner, créez votre collectif. Non, en fait, ça... je pense que ça dépend des besoins qui sont les vôtres, ça dépend de pourquoi vous voulez intégrer un collectif et depuis combien de temps vous êtes à la pige. Il y a pas mal de collectifs, j'ai l'impression, qui fonctionnent avec des gens avec des expériences différentes à la pige, mais aussi dans des secteurs des médias, voire de l'éducation aux médias qui sont différents. Mais c'est aussi un gros travail que d'intégrer des nouvelles personnes dans un collectif. Et nous, typiquement, on ne pourrait pas du tout le faire parce que on n'a pas plus de temps que ça à donner, entre guillemets, au collectif. Et je sais que pour la plupart, voire l'intégralité des gens qui sont dans les collectifs, ils le font de manière bénévole. Et c'est quelque chose qui aussi se rajoute à leur travail qui est déjà globalement précaire et mal payé, quoi. Donc voilà. Mais oui, franchement, se regrouper, déjà, c'est un premier point, c'est un début. Et nous, c'est comme ça qu'on a fait avant de devenir un collectif. Donc, et en fait, c'est aussi, pour nous, ça a aussi été quelque chose qui nous a permis de créer, entre guillemets, le collectif de nos rêves. D'autres avant ont potentiellement essayé de rentrer en contact avec des collectifs, ça a plus ou moins marché, pas forcément. Et en fait, c'est ce collectif-là, cette forme-là de collectif qui nous allait et qui nous correspondait, ou en tout cas qui correspond là maintenant tout de suite aux besoins qu'on a d'entraide, de discussion, de réunions régulières, etc. Et j'ajouterais peut-être, si votre problématique c'est de rencontrer d'autres pigistes, peut-être vous n'êtes pas déjà entouré de pigistes. Moi, comme je l'expliquais, donc Ariel Bonte pour les enflammés, n'oublions pas à l'audio. Nous, on s'est toutes rencontrées aux enflammés à l'association Prenons la Une. On est aussi toutes membres de profession pigiste, et donc ces associations-là, c'est aussi un premier vivier pour rencontrer du monde. Dans des associations, il y a plein de monde, que ce soit profession pigiste, Prenons la Une, la JL, la JAR, c'est à peu près 200 personnes par association, donc on va pas s'entendre avec tout le monde, mais en tout cas moi c'est comme ça que je me suis fait des amis, et avec Eva on n'est pas dans le même collectif mais on est quand même amis, on s'est rencontrés via Prenons la Une, voilà. Et donc je pense que rejoindre une association de journalistes professionnels où il y a des pigistes, c'est déjà une bonne piste, de créer des liens, voilà, tout ça est très humain en fait. On s'est pas vu en se disant ouais on va créer un collectif, tout ça c'est fait de façon assez organique et naturelle, et voilà, donc moi ce serait vraiment mon conseil de rejoindre des associations qui sont spécialisées là-dessus. Profession pigiste, là c'est vraiment l'endroit qui est fait pour apprendre la pige, pour se renseigner là-dessus, alors que le collectif, on est, en tout cas nous chez les enflammés, sur quelque chose de différent. On va pas s'apprendre la pige les unes aux autres, mais on va s'accompagner dans la pige. Voilà, c'est pour ça aussi que de notre côté
communiquer, on reste pour l'instant à 6 parce qu'on fonctionne bien comme ça. Et si on était plus par rapport à notre fonctionnement, ça serait pas gérable, quoi. Nous, on vise pas du tout à être 25. Voilà. Mais c'est encore très lié à notre fonctionnement. Alors, Enquêto était aussi créé, je crois, très près de la sortie de l'école, hein, je crois. Oui, j'étais sorti, je crois, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Justement, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de créer son collectif. Si on ne peut pas rejoindre un autre collectif, c'est de le créer, de retrouver d'autres personnes aussi qui ont cette même envie. Le conseil que je pourrais donner aussi, c'est ce que je me suis un peu appliqué, c'est de faire 1 an, 2 ans de pige déjà seul pour voir ce que c'est la pige, voir si ça nous convient. Peut-être pas se lancer tout de suite dans la création d'un collectif en même temps qu'on se lance dans la pige, ça peut faire beaucoup d'un coup. Mais au bout d'1 ou 2 ans, quand on se sent à l'aise et qu'on a envie de continuer et que là on commence à sentir aussi les effets négatifs de la solitude, bon bah voilà, soit on rejoint un collectif. Moi justement je me suis posé cette question là, je me suis dit bah quel collectif existe, j'étais sur le site internet, regardez, puis il n'y en avait pas vraiment qui me convenait avec cette idée de se réunir autour d'un projet éditorial précis qui est l'enquête, et donc bah on l'a créé tout simplement. D'accord, merci. Juste une petite info, vous avez des collectifs qui créent des places pour des jeunes. Par exemple, cette semaine, enfin je crois où il y a quelques jours, Albert, le collectif donc, qui est à Marseille, a créé un poste, c'est-à-dire pour un jeune, avec un hébergement dans des locaux gratuit pour 1 an. C'est ça la contribution. Alors je suppose que les places doivent être chères quand même, parce qu'il doit y avoir compétition. L'autre, on avait eu ce genre de discussion une fois avec YouPress. YouPress insistait sur le fait qu'il y a une manière de se rapprocher d'un collectif, c'est d'essayer de travailler déjà avec des membres de collectif, même lorsqu'on n'est pas intégré dedans. Et que c'est une manière de se faire reconnaître pour ses compétences. Et souvent, on se voit proposer à un moment donné d'y entrer. Donc, Ana López de Contamos el Mundo. Et moi, je pense que s'il vient de sortir de l'université, déjà, s'il peut faire un groupe WhatsApp avec ses collègues journalistes, commencer par ça plutôt que rentrer, comme lui, il disait, de rentrer directement dans un collectif ou essayer de le créer. C'est déjà mieux s'il commence déjà dans le monde du journalisme à travers de la pige, parce que c'est pas évident en ce moment. Et aussi, moi, par exemple, j'avais rencontré pigistes de profession, etc., grâce à Facebook, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Et pareil pour les pigistes du corps. Et c'est gratuit, c'est un groupe WhatsApp. En fait, on connaît quelqu'un et on l'ajoute à WhatsApp s'il est pigiste en Ile-de-France. Et donc voilà, il a aussi des autres façons, si on ne veut pas rentrer dans un collectif, de rester en contact avec des autres journalistes. Surtout au début, je pense que c'est hyper important de pouvoir rencontrer des gens et une fois on sort de l'école. Vraiment 30 secondes, Eva de Icaya. Je plus sois Jean-Marie Charon, parce qu'en fait, c'est vrai que la démarche de vouloir absolument rentrer dans un collectif, je la comprends parce que moi, ça a été la mienne quand j'en faisais pas partie. Mais en fait, maintenant que j'en fais partie, c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre le côté « je veux rentrer chez vous ». Parce qu'en fait, il y a un truc un peu, vous savez pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et du coup, il y a un peu un truc, mais pourquoi et de quelle manière et qu'allez-vous apporter et est-ce qu'on va bien s'entendre en fait, parce que le collectif il fonctionne tellement sur l'affect, le intuitu personae, etc. Donc faire rentrer quelqu'un, c'est un enjeu, c'est du temps, énormément de temps, et comme vous le disiez, on est tous en précarité, en tout plus ou moins, après en fonction de où on vient, mais en tout cas la pige c'est la précarité. Donc nous demander de former des gens qui sortent d'école, de les aider tout le temps, c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup pour nous. Et donc c'est pas facile, et c'est vrai que moi la manière dont je suis rentrée à la Friche par exemple, c'est vraiment de travailler avec eux tout simplement avant, c'est-à-dire que j'ai vu un des membres fondateurs de la Friche, on s'est rencontrés, on a discuté et il m'a dit bah écoute viens avec nous, je suis allée faire une résidence avec eux, j'ai commencé à co-animer des ateliers et en fait là soit ça prend pas en fait, on s'entend bien, on a envie des mêmes choses et ça se fait du coup de façon comme tu disais Ariel, de façon organique, naturelle et d'un seul coup. Puis après un jour, on rentre dans le collectif, mais il n'y a pas un truc de avant, après ou de recrutement. C'est sortir un petit peu de ce truc-là d'un côté comme de l'autre, du côté collectif comme du côté candidat, quoi. Voilà.
Oui, je voulais prendre la parole, excusez-moi, Axel Stigel, nouvelle du collectif Enquêto. Donc je pense à deux choses. Alors déjà, je suis ravie d'avoir intégré ce collectif, mais c'est vrai que il y a eu cette opportunité. Il travaillait déjà un petit peu sur un projet d'éducation aux médias, et c'est par cette voie-là que je suis rentrée, puisque j'avais cette expérience. Donc je suis ravie de pouvoir apporter ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me suis pas encore lancée dans une grande enquête sur les pollutions de l'industrie, mais disons que ça a été une voie intéressante, et je pense que c'est aussi intéressant de se dire qu'est-ce que je peux apporter au collectif. Donc ça, c'est une première chose. J'espère que j'aurai beaucoup d'autres choses à apporter, bien sûr. Deuxième chose, j'y pensais pas jusque-là, mais en fait, donc je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai rencontré beaucoup de pigistes par l'association à Toulouse, en l'occurrence. Il y a une association de journalistes et notamment une branche pigiste. Ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, des bonnes et des mauvaises, on va pas se mentir, mais quelques bonnes quand même, des gens qui sont devenus mes amis. Et avec ces amis-là, on a aussi on a formé sans le savoir un collectif avec d'autres professions. C'est-à-dire qu'on a loué un bureau, on voulait un bureau où se retrouver pour pas être toute seule. Donc c'était déjà un prémisse de collectif. Mais on n'avait pas forcément cette idée de rester juste entre journalistes. Et donc on a eu plein de gens qui ont tourné, ça a beaucoup tourné. Il y a eu des photographes, il y avait des graphistes, des concepteurs, rédacteurs. C'est un métier que je ne connaissais pas. Voilà. Et on s'est tous apporté énormément de choses. Aujourd'hui, moi, je travaille notamment avec un des graphistes de cet ancien collectif dont je ne fais plus partie. Parce que, enfin voilà, pour différentes raisons, mais on a gardé contact, et on a tous monté des projets les uns avec les autres de façon totalement inattendue. Et c'est beau aussi, en fait. C'est très très chouette à vivre. Donc je me dis, est-ce que c'est pas aussi une solution quand on n'arrive pas à rentrer dans un collectif de journalistes déjà constitué, de se tourner vers aussi d'autres types de collectifs plus ouverts sur l'activité. Enfin, sur l'activité centrale. Voilà, c'était juste une réflexion. On cherche des collaborateurs pour des grandes enquêtes, des grands reportages. On ne vient pas comme ça dans le but de prendre. On peut aussi donner des choses. Voilà. Jacqueline Papé, journaliste honoraire, comme on dit, et surtout qui a vécu toute sa vie dans des rédactions constituées avec une hiérarchie. Et donc, je suis très intéressée parce qu'effectivement, le collectif, c'est à l'opposé d'une rédaction hiérarchisée. Et je me posais la question de savoir, par exemple, quand on dépose un projet, avec qui on en parle, qui a le dernier mot, qui décide. Parce que quand il y a une politique éditoriale comme chez vous, donc tout ce qui est problème de pollution industrielle, etc. Chacun doit avoir des idées de reportages, qui doit les présenter, qui va décider que celle-là est plus important, qu'on va y mettre des fonds, qu'on la finance ou qu'on la finance pas. Voilà comment se passe l'organisation. C'est assez aussi horizontal, c'est-à-dire qu'on se met d'accord. Là, je pense à un projet de financement qu'on a avec un média. On est 6 sur ce projet-là d'enquête, donc ça va être un gros financement, etc. À un moment, il y a eu un peu des désaccords sur comment mener le projet. On en a parlé tous les 6 et on s'est fait une petite visio et on s'est mis d'accord par consensus, quoi. Pour l'instant, même les rencontres, on a une conférence hebdomadaire avec Enquêto une fois par mois, du coup. Pour parler justement éditorial, projets éditoriaux. On se met parfois seul sur des enquêtes, parfois à 2, en binôme. On en parle collectivement. Après, c'est aussi les choix de chacune et chacun de se lancer dans ces projets éditoriaux. Il n'y a pas de veto, d'interdiction. Ça permet aussi parfois on bosse sur des sujets d'enquête, de reportage qui sont très proches. Ça permet aussi de pas se marcher sur les pieds, de dire tiens, vas-y, là, ce sujet-là, j'ai pas pu l'approfondir, mais vas-y, il y a quelque chose à gratter. Et du coup, on se refile aussi les bons tuyaux. Donc, je sais plus quelle était votre question, donc j'arrive plus à rebondir sur la fin. Qui décide ? Comment ? En dernier ressort ? Oui, voilà, j'ai répondu, c'est par consensus. Et moi, quand j'ai fait des recherches internationales, j'ai postulé à plusieurs avec des personnes différentes. Et j'ai parfois été celle qui a proposé, mais parfois aussi, c'est des gens qui, par exemple, c'était une personne qui avait, on était dans le même groupe Facebook, des journalistes pigistes. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un en Espagne.
Et en fait, c'est lui qui a proposé le sujet. On a postulé ensemble. Parfois, c'est moi en fait qui cherche des journalistes. Et justement, grâce à Contemos el Mundo, imaginons que j'ai été un sujet en Italie. En fait, j'ai rencontré quelqu'un sur le groupe WhatsApp qui est intéressé. Et on se met d'accord sur le fait de... Voilà, je vous propose ce sujet, est-ce que ça vous intéresse? Mais après, c'est vrai qu'on essaie que ça soit complètement démocratique. C'est-à-dire, on postule avec les mêmes salaires et on fait les mêmes tâches, seulement que chacun fait son reportage, on peut dire, dans chaque pays. Et après, on essaie de mettre tout en commun. Et si j'ai un petit conseil dans ce genre de collectif où pour le coup on ne se connaît pas avant et voilà, c'est de parler argent et qui décide en premier, vraiment. Parce que en fait, surtout que voilà, quand on est déjà constitué et qu'on a l'habitude, nous par exemple à la Friche, on a beaucoup de débats. Ça fait après on décide par consensus et en dernier ressort, c'est le vote en fait, tout bêtement et très simplement en fait partout à chaque fois. Pardon ? On peut voter, oui. On peut dire, qui vote. On fait très très bêtement, parfois pour des choses très bêtes, très triviales. Même sur WhatsApp, on se fait des petits trucs genre, alors ça sera violet ou ça sera rose, ça sera machin. Voilà. Enfin, vraiment, c'est très bête, mais oui, on fait du vote comme ça. On l'a beaucoup fait avec Ikaya pour notre DA Instinct. J'espère qu'elle va vous plaire parce que attention, l'étoile est d'une forme très particulière. Mais voilà, quand on fait pour le coup des projets avec des gens qu'on ne connaît pas, et même d'ailleurs avec des gens qu'on connaît, mais je pense par exemple à des binômes. Je vois avec Cerise qui est photographe, on a travaillé toutes les deux en binôme et tout. Moi, il y a des moments, en tant que rédactrice, quand je gagne 200 € sur un reportage et que le photographe en gagne 600, je trouve que c'est pas normal. Et donc, je dis, voilà, qu'en penses-tu, au vu du travail qu'on fait, qu'on divise tout par 2, par exemple. Mais en fait, c'est vraiment important d'en parler, quitte à ne pas être d'accord, par ailleurs, et puis voilà. Mais c'est important d'en parler parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens être en frustration absolue après, de ne pas avoir suffisamment gagné d'argent, d'avoir passé énormément de temps sur des projets, notamment comme ça, les projets internationaux, avec une qui a publié en Italie, l'autre qui n'a pas pu publier en Espagne, etc., etc. Et ça crée énormément de frustration et c'est très dur, c'est très douloureux parce que là, d'un coup, on devient vraiment seul à l'intérieur du collectif. Donc, vraiment, gros conseil de discuter de ces choses difficiles en amont, quoi. Bonjour. Il y avait une question derrière ? Ouais. Bon, je vous passe le micro après. Donc, Romain de l'école de journalisme de Tours également. Vous évoquiez tout à l'heure des journalistes qui quittent, des pigistes qui quittent les collectifs pour des soucis économiques liés notamment au prix de la cotisation mensuelle. Est-ce qu'il y a d'autres motifs parfois qui peuvent pousser des pigistes à quitter des collectifs pour X ou Y raison ? Oui, bien sûr, il y a l'aspect économique, mais il y a l'aspect aussi justement de se rendre compte qu'on n'est pas capable de faire corps avec le collectif. Effectivement, comme tu disais, on n'est pas obligé de tous s'entendre de manière égale. On a des affinités, je parle des incorrigibles, 24 personnes, il y a des affinités qui se créent. Voilà, il y a des petits noyaux comme ça, c'est tout à fait logique et normal. Après, on a pu avoir des personnes qui ne s'impliquaient pas du tout dans le collectif, c'est-à-dire que nous, comme on n'a pas de revenus, de subventions et tout ça, quand même tout l'aspect administratif, c'est du bénévolat, on le fait pour les autres. Et quand des personnes ne s'impliquent pas du tout à la même hauteur que essaye de le faire l'ensemble du collectif, il a pu arriver qu'on recadre un peu ou que des personnes qui ne se sentaient pas capables, qui ne souhaitaient pas vraiment s'impliquer, quittent le collectif. Matériellement, qui considéraient nos bureaux comme un espace de coworking. Ça n'est pas un espace de coworking. On est censé faire corps et se soutenir à la hauteur des moyens de chacun, qui sont variables, qui peuvent varier sur 10 ans. Un tel sera un peu absent du collectif à un moment donné, d'autres très présents en fonction des capacités, de l'énergie et tout ça. Mais il ne faut pas que l'essentiel des personnes se repose sur 5-6 personnes. Donc voilà, il y a eu des départs comme ça, et puis il y a des départs inexpliqués. Alors là, on recrute, nous c'est le terme qu'on emploie, on recrute une personne, elle vient nous voir une fois, puis elle disparaît. Bon, ça n'est arrivé qu'une fois, mais on n'a pas compris pourquoi. Ou des personnes qui vraiment ont ce désir d'intégrer le collectif. En entretien, on a l'impression que c'est réel, on est d'accord, ça marche bien, et puis finalement, ils ne viennent jamais.
Donc là, se pose la question, est-ce que vraiment tu continues? Puisque nous, on a besoin de gens qui payent, mais surtout de gens avec qui construire des choses, quoi. Pas forcément des projets communs, puisque nous, on en a très peu, mais au moins une vie commune, quoi, un corpus commun. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des gens qui partent. Ça bouge quand même beaucoup. Il y a un turnover quand même assez régulier. Puis il y a des gens qui partent aussi parce qu'ils ont la chance d'avoir des CDD et ils ne reviennent pas forcément, ou un CDI, ça arrive aussi. Voilà, donc il y a diverses raisons qui peuvent amener à quitter le collectif. Bonjour, je m'appelle Léonard, je suis journaliste en formation à Paris. J'avais une question notamment pour Anna et Hugo. Je suis très intéressé par les enquêtes et notamment à l'international. Concrètement, Anna, quand vous postulez à des bourses d'enquête internationale, est-ce que c'est des sujets qui sont déjà entre guillemets tout prêts? Et est-ce que vous passez forcément par des médias qui doivent parrainer ou financer ou accepter vos sujets d'enquête? La deuxième question, c'est sur le mentorat. À quel niveau il se fait lorsque en France ou à l'étranger vous proposez des enquêtes? Est-ce que c'est un mentorat qui est, je sais pas, on vous aide au niveau administratif, on vous aide sur l'avancée de l'enquête, etc. Merci. Et par exemple, pour Earth Journalism, ce que j'avais dit, que c'est sur la déforestation au Ghana. Et cette enquête, en fait, il y avait une liste de sujets liés à la nouvelle loi sur la déforestation et sur les mines d'or et du cacao, etc. Et en gros, il proposait plusieurs sujets et j'ai postulé un et j'étais prise. Mais en fait, ça dépend, parce que la même fondation, Earth Journalism, il ouvre des bourses qui n'ont aucun sujet. Parfois, c'est très vaste, en fait. Ça peut être sur la biodiversité dans ces pays. Et en fait, ça dépend du type de bourse. Et les autres que j'ai nommés, principalement Journalism Fund Europe et International Journalism for European Union, et ils ne proposent pas de sujets. Et c'est seulement qu'il faut que ce soit dans un pays de l'Union européenne. Et après, les autres pays, par exemple, maintenant, ils sont intégrés, l'Ukraine, l'Albanie, etc. Donc, en fait, ça dépend de la bourse et la fondation qui finance. Et la deuxième question, c'était laquelle, pardon? Le mentorat. Et en fait, par rapport au mentorat, quand tu reçois une bourse, la plupart d'entre elles, ils te proposent d'avoir un mentor. Et ils te disent voilà, quel type de mentor tu veux. Et nous, par exemple, l'année dernière, pour la Posidonie, moi, je travaille sur des sujets de presse écrite à niveau social et environnemental, mais c'est vrai qu'à niveau scientifique, par rapport à la Posidonie, et surtout dans une enquête internationale à grande échelle, on a demandé au début un journaliste sur les data, parce qu'on pensait qu'on allait avoir beaucoup de data. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'avait presque pas de data, mais on a eu la chance. Ouais. Ça arrive parfois, tu commences une enquête, tu connais un peu les sujets, après ça change. Et donc, du coup, ils ont été très flexibles et ils nous ont mis un mentor qui avait beaucoup d'expérience sur les sujets environnementaux. Et voilà, donc ça dépend de quel est le sujet et pour avoir un mentor, quelle est votre expérience, mais en général, sont assez flexibles. Earth Journalism aussi, et Journalism Fund Europe et International. Dans toutes les bourses, en fait, normalement, tu as un mentor et tu es toujours accompagné, en fait, donc tu peux toujours leur poser des questions. Voilà. La déforestation au Ghana, tu as eu un budget pour voyager. Ouais. Suffisamment de temps pour faire une enquête. En fait, je suis en train de le faire. Je viens de recevoir la bourse, ça fait 2 mois. Donc là, je pars au Ghana à la fin du mois. Et ça va être époulé cet été. Hugo Coignard, Enquêto. Vu qu'on est relativement nouveau comme collectif, on s'attelle tout juste aux questions des bourses européennes pour des projets d'envergure un peu plus internationale. Donc je ne peux pas te répondre sur la question du mentorat parce qu'on n'a pas encore vécu ça. Par contre, en tout cas pour tout ce qui est enquête environnementale, reportage, environnement, etc., les intitulés sont suffisamment larges, en tout cas des bourses européennes, pour avoir un projet déjà et ensuite insérer ce projet dans la demande de financement de bourse. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. Il vous faut un média quand même.
Ouais, par contre, oui, ça c'est une précision importante. Oui, il faut un média, c'est demandé souvent dans les critères, c'est indiqué. Clairement, il faut avant démarcher le média, lui faire aussi part de ce projet, d'aller récupérer une bourse, etc. pour essayer de construire le projet aussi ensemble, quoi. Ouais, il faut des lettres, surtout des lettres d'intention. Et donc, du coup, il faut demander aux médias. Moi, je demande toujours aux médias que je connais s'ils peuvent me signer une lettre. Parfois, en fait, moi, je n'ai pas le statut de pigiste, c'est plutôt freelance. Donc, parfois, ils ne veulent pas s'engager parce que tu n'as pas un contrat, etc. Donc, c'est des lettres qui ne sont pas contraintes, on peut dire. Et c'est une lettre d'intention. Mais en fait, c'est indispensable pour n'importe quelle bourse. Ça dépend. C'est l'intention. C'est l'intention, effectivement. L'intention, en fait. Ils ne sont pas contraints par la loi parce qu'ils signent une lettre. Mais parce qu'en plus, en général, on est au tout début de l'enquête, etc. Donc en plus, nous-mêmes, on ne sait pas forcément exactement ce qu'on va trouver, etc. Moi, je me suis fait refuser une bourse il n'y a pas très longtemps parce que le média, parce que c'est pas facile. Et ta question elle est très bonne, c'est que en fait, c'est pas facile quand on est pigiste. Tu sais, quand on est pigiste en France, en fait, même avec le statut, on n'est pas lié non plus, on n'a pas de contrat. Et la réalité, elle est que voilà, on n'est personne. Sauf si voilà, on a vraiment l'habitude de travailler avec une rédac où le rédac chef nous connaît hyper bien, etc. Mais c'est super difficile. Et moi, j'ai collaboré avec un petit média que j'aime beaucoup. Et par ailleurs, je trouvais ça vraiment intéressant que ce soit eux qui puissent publier une grosse enquête pour leur donner aussi de la visibilité. Et on m'a répondu, un autre groupe, en gros, s'est constitué sur une enquête similaire avec des médias plus importants. Et donc, on les a privilégiés. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à ça, qui est que nous, pigistes, petits collectifs indépendants, on va vers ces bourses-là justement parce que le journalisme est quand même suffisamment mal payé pour pouvoir se rémunérer une enquête, et on se fait refuser une bourse parce qu'on n'est pas dans un grand média, quoi. Donc ouais, c'est un vrai sujet, ce truc-là. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Lorsque vous Et si je peux répondre en attendant, si vous voulez un conseil, en fait, comme elle vient de dire, l'important c'est l'impact. Donc plus d'impact, c'est-à-dire plus de lecteurs, plus de gens qui vont l'écouter, essayer d'aller vers les grands médias, parce qu'en fait, à la fin, ce qui va faire la bourse, et je pense que c'est pour tous les financements, ils vont dire quantité d'argent par rapport à l'impact. Donc plus d'impact tu as, plus des possibilités d'avoir la bourse. Sachant que certains médias ne veulent pas non plus, parce qu'ils sont après on est obligé de mettre qu'on a fait cette enquête avec la bourse, et certains médias refusent. Il semble qu'elle l'a publié. Non. Je me permets de couper, je vais d'abord laisser parler une personne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quelque chose qui devrait vous suivre longtemps, c'est le nom de vos collectifs? Comment vous les avez choisis? Est-ce qu'il y a un vote? Comment ça se passe? Alors, Ariel pour les enflammés, c'est de longues discussions dans un bar où on est arrivé à rien comme idée. Même on a mis un post-it sur le bar, c'est un bar LGBT à Paris, un peu sympa. Donc on s'est dit, bon, on peut laisser nos coordonnées pour demander aux gens de nous donner des idées. Personne nous a écrit, bien sûr. Et donc on est arrivé sur les enflammés parce qu'on avait envie de porter quand même un message positif sur la pige, même si on plombe, j'ai l'impression, parfois un peu l'ambiance dans cette discussion. Mais on a toutes choisi la pige. Alors peut-être ça répond à des problématiques en rédaction négatives. Mais la pige est quand même un choix de vie, un choix professionnel. Et voilà, on se dit, voilà, nous quand on va sur des sujets, on s'enflamme, on voulait le côté passion, un mot plutôt, voilà, connotation féminin, parce qu'on n'est que des femmes, enfin féminin, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, en tout cas conjugué au genre féminin, voilà, c'est EES, les enflammés. Donc voilà, c'est un peu comme ça, et donc c'est collectif les enflammés, voilà, on n'est pas juste les enflammés, le terme collectif est important. Collectif les enflammés sur Instagram aussi, je fais notre pub. Voilà, un peu pour la réponse.
Oui, alors je vais répondre pour Ikaia qu'on vient juste de monter. Ça a été un cauchemar et en fait on s'est rendu compte par brainstorming un soir après, mais genre 6 mois je pense, de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on truc, machin. Enfin, on imaginait des trucs d'entraide et tout, mais à chaque fois c'était nullissime. Et en fait on s'est rendu compte, donc Wassila et moi on travaille beaucoup, enfin on est beaucoup sur le terrain de l'Afrique du Nord et Cerise et Mathilde ont été toutes les deux correspondantes à Istanbul. Et on s'est rendu compte qu'il y a un mot qui est un peu similaire en arabe et en turc, qui s'appelle Hikaya, ou je sais pas comment on dit en turc, donc j'aurais pas Hikaye, je crois, mais voilà, je veux pas dire n'importe quoi, c'est ça? Ok, merci. Et en fait, ça veut dire en gros récit. En tout cas, et en Afrique du Nord, c'est des récits beaucoup oraux qu'on passe. En fait, c'est des récits qu'on passe, qu'on nous donne et qu'on voilà. Donc c'était un peu plus poétique, voilà. Et par rapport à On raconte le monde, Contamos el mundo, bon, c'est pas moi qui a créé le nom, moi j'ai intégré le collectif à l'association après, mais en gros c'était parce qu'on voulait impliquer pas seulement les journalistes mais aussi les photographes, donc il y a plusieurs façons de raconter le monde, et aussi parce qu'il avait cette vocation internationale et on ne peut pas rester seulement en Espagne, mais en fait on voulait intégrer des gens qui étaient un peu partout. Alors, je ne peux pas me faire la voix des 3 femmes qui ont créé les Incorrigibles il y a 25 ans. J'y vois peut-être une malice à destination des rédacteurs en chef ou des chefs de rubrique qui corrigent les papiers. Et voilà, un petit message. Voilà, ne nous corrigez pas, mais voilà, je peux juste le supposer puisque je n'étais pas là à la création. Pour les rapporteurs, c'est très simple, c'est la seule idée qualitative qu'on ait eue. Pareil, en fait, quand on s'est dit, ok, donc maintenant, on va dire qu'on a un collectif, bah, il faut lui trouver un nom à ce collectif. On a cherché, mais pendant des heures, on a fait des visios sur WhatsApp, on s'envoyait des messages, vous avez des idées? Non, rien. Et tout était vraiment très nul. Et à un moment, pendant une réunion où on n'est pas en train de chercher un nom pour le collectif, on a une discussion sur les membres du collectif, le pourquoi, le comment. Et en fait, on discute de la réappropriation du terme queer, parce qu'une partie des journalistes du collectif sont queer. Et on discute aussi des préconçus qu'il y a sur les journalistes, en fait, et de comment on parle d'eux dans la vraie vie. Et là, je me souviens d'un truc qu'on me disait beaucoup quand j'étais petite, et on me disait toujours, genre, t'es qu'une rapporteuse. Et je me suis dit, bah ouais, bien sûr. Toujours Hugo Coignard, Enquêto. Nous, pareil, on avait sur notre boucle WhatsApp un nom de collectif qui était collectif entre crochets sans nom ou nom à définir. Ça a duré pendant 6 mois. Puis pareil, on a trouvé des noms mais qui étaient plus nuls les uns que les autres. Puis à un moment, je dis bon, notre ligne éditoriale c'est l'enquête. Je tape enquête, je recherche dans toutes les langues. Puis à un moment, je vois en espéranto Enquêto. Je fais ça sonne bien à l'oreille, c'est sympa. Et on est resté là-dessus, avec aussi cette dimension européenne qu'on aimerait bien faire advenir dans le collectif. Et donc, c'est devenu Enquêto. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions, du coup, je les prends dans l'ordre. Il y a une personne là-bas, et après, vous. Voilà, donc je fais dans l'ordre. Désolé si toutes les questions ne passent pas. Bonjour, Laure, je suis en questionnement de me remettre à la pige et on réfléchit à monter un collectif et c'était plus sur la question de la forme. Comment vous avez décidé d'avoir une forme juridique ou non à votre collectif? Et pour celles qui sont dans un collectif qui n'a pas de forme juridique, qu'est-ce qui vous a fait passer du groupe WhatsApp à créer quand même un collectif, la page Insta et tout ça? Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être passé à ce niveau-là? Peut-être pour répondre rapidement, parce que j'ai déjà l'idée en tête. On a été une boucle Signal pendant 1 an et demi, collectif Enquêto, mais pas d'existence juridique. C'est arrivé clairement parce que l'Académie du climat à Paris nous a donné l'opportunité d'avoir un bureau, et que pour avoir ce bureau, il faut passer une convention avec la mairie de Paris, et qu'il faut avoir une existence juridique, et qu'il faut avoir une assurance aussi, responsabilité civile associative. Donc voilà, c'était une démarche dans laquelle on s'est embarqué quand la question s'est posée. On ne voulait pas avant se mettre dans la paperasse alors qu'on n'en avait pas l'utilité, le besoin pratico-pratique.
Je pense que pour nous, c'est quelque chose de vraiment plus terre à terre qui tient à la visibilisation en fait, de ce qu'on fait au quotidien. De fait, on avait un fonctionnement collectif même avant d'être un collectif avec un nom, une page Insta, etc. Donc voilà, et puis ensuite, il y a un enjeu de visibilisation, je pense, de promotion de notre travail et de, à un moment, potentiellement, voilà, obtenir... peut-être des grands espoirs, mais une forme de reconnaissance. Déjà, bon, bah, voilà, je fais partie de ce collectif-là. Vous connaissez des gens qui en font partie également. Ils travaillent pour vous, ils travaillent bien. Embauchez-nous. Donc là encore, ça remonte à loin, mais enfin, très clairement, je pense que dès lors qu'il y a des locaux, qu'il y a des versements de loyers, il fallait une structure juridique, donc ça a été association de loi 1901. Effectivement, on a une assurance civile pour les locaux. Voilà, c'est comme ça que ça a dû se faire pour les incorrigibles. Nous, je crois que je l'ai expliqué un peu tout à l'heure, mais on était une boucle Signal. D'ailleurs, c'est vrai, je dis WhatsApp, mais on est sur Signal, qui est un peu plus safe, il me semble, que WhatsApp. À l'occasion c'est Marine Perrin, qui était à l'époque dans le collectif Les Journalopes, qui m'a parlé du collectif des collectifs. Et elle m'a dit, mais tu sais pas, c'est super, on est en train de créer quelque chose. Bon, finalement, ça n'a pas abouti, cette initiative, mais... Oui, tout à fait. J'avais envie qu'on ait une voix en fait aussi pour pouvoir donner notre avis, contribuer à ces initiatives de surcollectif. Donc ça a été assez logique de se trouver un nom, parce que c'est vrai qu'on s'appelait les doyennes au début, un peu comme une blague, parce qu'on était toutes de Prenons la Une, et un peu il y avait la nouvelle génération d'adhérentes de Prenons la Une qui arrivait, donc on se sentait un peu vieille. Donc c'était un peu une blague comme ça. On s'est dit bon, si on s'officialise, on va peut-être pas s'appeler les doyennes, c'est pas très vendeur. Et donc voilà, c'était vraiment dans l'idée d'avoir une voix. Pareil, on a un peu signé des tribunes aussi. Ça fait plus de poids d'avoir peut-être 30 collectifs qui signent des tribunes, en plus des associations, de vraiment avoir une voix pesée pour défendre les pigistes, les journalistes, les femmes, etc. Donc c'était vraiment dans cette optique-là. Et aussi pour visibiliser notre travail. C'est arrivé 2-3 fois qu'on s'adresse à nous ou à l'une de nous en disant, une rédactrice en chef ou un rédacteur en chef, j'ai cette opportunité, est-ce que tu veux le faire, est-ce que quelqu'un de ton collectif veut le faire. Donc c'est aussi une manière de se visibiliser et d'avoir du travail aussi, tout simplement. Bref, tout a été dit. Merci. Merci. Eric Hansen, agence TCA, c'est une agence de presse. Alors, ma question est la suivante. Lorsque vous êtes en recherche de subvention, lorsque vous allez avoir une subvention et que cette subvention est conditionnée à l'intention ou la commande d'un média, est-ce que ce média profite du fait que vous allez avoir une subvention pour revoir le tarif à la baisse? Et comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a un business fair play ou un business qui, tout de même, il pourrait l'être un peu plus? Alors, je te laisse les répondre après. Tu me diras... Moi, j'ai jamais vu ça, des rédacs qui baissent le tarif à la pige à la baisse. Aussi parce que le tarif de la pige est tellement ridiculement bas que vraiment, s'ils le baissent, ils sont même plus légaux en fait. Donc voilà. En revanche, il est très clair qu'ils jouent là, ils sont vraiment très contents quand on arrive avec ce genre de bourse pour les frais, tout simplement. Surtout quand on arrive avec une enquête à impact. Pas de frais à payer sur une enquête de plusieurs mois à impact qui peut faire de la visibilité, c'est sûr qu'ils sont ravis. Les rédactions ne payent quasiment plus de frais, très très peu. Très très peu sont les rédactions qui vont vous produire en entier un reportage. Voilà. La situation en Espagne elle est beaucoup plus précaire et donc du coup en fait nous on n'a pas une loi par rapport à comme ici en fait où même s'ils te font une commande et après ils ne la publient pas on vous paye. Chez nous c'est pas comme ça et en fait parfois on arrive à obtenir les lettres très facilement parce qu'on les dit comme on est financé pour la bourse et pour cette bourse on vous donne l'article gratuitement. Ouais. Et donc du coup on n'est pas payé donc du coup finalement nous, l'année dernière, on a publié avec cette enquête 6 articles dans des médias en Espagne, en France même.
Et en France, on n'a pas payé. Et c'est un gros média. Hein? C'est illégal. Oui, je ne vais pas dire, sinon je ne vais pas avoir des piches avec eux. Et à l'Union européenne, pareil. Donc en Italie aussi, on a été publié et on n'a reçu aucun paiement. Ouais. Alors que ça a été publié dans des gros médias comme The Ecologist et Contexto. Et El País en Espagne, elle fait la même chose, ils ne te payent pas. Donc, et ouais. Pardon? Publié, pas payé. Non, parce que c'est la bourse qui paye et nous, on n'a pas de législation pour ça. Donc, voilà. Et ça a été publié, ça a été publié dans les médias en Bruxelles, en Italie, en Espagne, en France. Et on n'a pas été payé. Ok, je peux poser ma question. Déjà, je me présente, je m'appelle Chiara, je suis journaliste pigiste également, journaliste scientifique. Nous aussi, ici, on a lancé notre propre collectif de journalistes il y a très peu. Donc, comme vous, nos pages, enfin, comme certaines d'entre vous, plutôt, notre page Instagram, etc., date d'il y a seulement quelques jours. D'ailleurs, on vous invite tous et toutes à rester à la fin de cet atelier parce qu'on a prévu un petit verre pour potentiellement fêter le début de notre collectif, mais aussi l'officialisation des vôtres. Comme ça, on peut faire ça tous et toutes ensemble, donc c'est encore mieux. Donc déjà, c'était pour vous parler... Comment ? On associe Anna aussi à ce collectif. Exactement. Donc comme ça, on peut fêter le début des collectifs tous et toutes ensemble et discuter juste après. Donc nous, notre collectif, c'est Bilim et on est un collectif de journalistes scientifiques, mais on pourra potentiellement se présenter plus tard. Moi, la question que j'avais, c'est qu'on a beaucoup parlé de bourses internationales. Je me demandais si parmi vous, il y avait des personnes qui avaient déjà essayé de trouver des fonds, des moyens, pas forcément des bourses pour une enquête spécifiquement, mais plutôt des moyens financiers, que ce soit en termes de matériel. Je sais que nous, on a une visée à faire aussi peut-être un peu d'audiovisuel, donc aussi avoir des moyens pour avoir un peu du matériel photo ou audio. Et je me demandais si vous aviez déjà fait des démarches peut-être plus à échelle d'une ville ou d'une région ou de la France. Voilà, c'est ça ma question à la base initiale. Mais allons boire un verre ensemble après. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Alors le problème, c'est que je suis désolée, vous n'êtes pas tombé sur la bonne là, parce que moi je suis tellement nulle en subvention et tout que je vais pas être hyper précise et claire. Mais oui, avec la friche, vraiment, dans notamment alors des fondations, des mairies. Après, sur l'éducation aux médias, c'est régional, il me semble. Je ne crois pas que ce soit départemental, c'est régional. Donc voilà, il y a plusieurs, effectivement, volets en fonction des besoins, mais oui, il y a des bourses beaucoup plus locales, et parfois des trucs, parfois des associations ou des grosses assos ou des grosses structures, des structures culturelles, par exemple, ou tu vois, scientifiques, vous qui faites du journalisme scientifique, tu as des structures qui parfois font des appels à projets ou des choses comme ça, absolument, oui, bien sûr, ouais. Je mets quand même... nous, en fait, je rigolais un peu tout à l'heure, la première question, on n'a pas de défi, mais parce qu'on est un collectif informel. Voilà, c'est un groupe Signal, une page Instagram, on n'a pas de locaux, on n'a aucun statut. Et donc, je n'apporterai rien sur cette discussion, mais pour recevoir des fonds, pour recevoir une aide, il faut un statut légal. Et donc, ça implique tout ce que tu disais aussi... tout à l'heure, du temps. Est-ce que nous, on a fait le choix justement de ne pas faire toutes ces demandes-là parce que on se sent pas du tout les épaules de faire ça pour notre collectif. Moi, à côté, je suis trésorière de Prenons la Une, donc voilà, les financements européens, je suis dedans, vraiment via ce volet-là, pas du tout collectif, mais c'est énormément de temps, d'énergie, en plus des piges. Enfin, après, ça devient voilà. Donc, ça dépend aussi de vos projets en tant que collectif par rapport à ces aides-là. Et sinon, nous, à titre individuel, au sein des Enflammés, on a tenté plusieurs fois la bourse de la SCAM avec nos projets personnels, donc pas de projet commun. Bon, pour l'instant, on a toujours eu des échecs, mais j'ai espoir cette année de l'obtenir. J'y crois fort, donc voilà. Je vous signale, puisqu'on parle des fonds qui, eux, ne sont pas forcément européens, tout à l'heure, il y avait le financement des médias indépendants, il y avait le fonds de la presse libre qui était là, et ça fait plusieurs collectifs, effectivement, qui ont recours à ce fonds pour la presse libre, avec effectivement la même contrainte, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec un média.
Oui, alors comme je l'expliquais, nous on a très peu de projets communs. Donc je sais que certains membres du collectif ont de temps en temps effectivement postulé pour Brouillon d'un rêve, la SCAM. Il y a eu quelques succès, voilà, mais à titre individuel. Et c'est vrai on a toujours des moments comme ça de pleine énergie où on se dit on va monter des choses, on va monter de l'éducation média, on va monter des demandes de subventions, et puis tout ça se dilue dans la vie quotidienne du pigiste qui consiste à maintenir les piges qu'il a, à en trouver d'autres, et on n'a, je dois avouer, jamais réussi à faire fonctionner ça, quoi. Donc on est un peu résigné par rapport à ça, on essaie de faire ce qu'on peut, et faire fonctionner le collectif à 24 est déjà assez important, donc voilà, non, pas de miracle de subvention ou de prêt. Alors à la SCAM, je crois qu'il y a aussi une autre chose d'intéressante maintenant, c'est peut-être un studio pour ceux qui font du podcast. Voilà, pour les adhérents de la SCAM, un studio gratuit. Alors, je suppose qu'il faut réserver, que c'est peut-être très demandé, mais voilà, à retenir tout de même. Si vous voulez bien, une autre question vous l'avez un peu abordée, mais pas très frontalement. Beaucoup de collectifs mettent en avant le fait qu'ils ont toute une partie de leur activité qui est hors média. Ce que j'appelle hors média, soit effectivement des enquêtes qui vont être destinées à des documentaires, à des livres, voire à des expositions. Je pense à un collectif comme Argos qui fait beaucoup d'expositions. Et puis il y a le fameux volet EEMI qui peut dans certains collectifs d'ailleurs représenter une part très importante. Au-delà même parfois du raisonnable, parce que l'EEMI, ça peut être une dépendance. Je pense à La Baraque, qui était un collectif qui fonctionnait essentiellement sur l'EEMI, et qui s'est dissous là il n'y a pas très longtemps parce que conflit entre les collectivités locales qui entendaient orienter l'EMI d'une certaine manière et le collectif ne voulait pas fonctionner comme ça. Donc dans votre cas, est-ce que vous faites ce panachage? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un objectif? Pareil, peut-être aussi, excusez-moi, un autre élément qui a été un peu évoqué, c'est certains collectifs élargissent, ça a été dit tout à l'heure, graphistes, etc., ont la volonté d'élargir aussi à d'autres professions artistiques connexes, notamment pour monter des projets du type bouquins, expos, des choses comme ça. Est-ce que vous avez cette expérience ? Alors nous, à titre individuel, encore une fois, il y a certains membres du collectif qui font de l'éducation aux médias. Ils ont été formés ou pas, d'ailleurs, ça dépend. Mais là encore, ça se fait de manière individuelle au sein du collectif. Voilà, après, je ne sais pas si vous faites allusion, Jean-Marie, aussi à un peu l'éléphant dans la salle, c'est-à-dire ce qu'on fait qui est en dehors des médias mainstream, c'est-à-dire que tous, plus ou moins, pour vivre, presque tous, on a des activités qui ne sont pas, qui peuvent être la presse syndicale, la presse municipale, des choses comme ça pour vivre du reste, pour arriver à vivre avec l'effritement de certaines piges. Et sinon, régulièrement, il y a des envies de bouquins qui naissent aussi au sein du collectif. Actuellement, on a un membre du collectif qui est passé du journalisme il y a longtemps à l'écriture de livres, soit de fiction, soit de docu-fiction. Et donc, effectivement, il y a une petite dynamique actuellement de certaines personnes qui voudraient transformer des sujets d'enquête en livres et qui, avec son mentorat bienveillant et gratuit, font des projets de cette sorte. Ariel des Enflammés. Nous, c'est pareil, c'est vraiment à titre individuel. C'est plutôt Mathilde Doisy qui fait des résidences et de l'éducation aux médias. Je pense qu'elle le fait parce qu'elle apprécie transmettre et faire ce genre de projet, mais c'est aussi une source de revenus non négligeable pour elle. Je pense qu'elle préférait faire du grand reportage et que ce soit dans sa région, dans l'Ouest ou en Europe, à l'étranger, plutôt que d'enchaîner parfois certaines résidences. Après, bon, je ne veux pas m'avancer pour elle, mais je sais que elle nous a souvent dit qu'elle faisait ça aussi parce que c'était un complément de revenus. Et voilà, au sein des Enflammés, on est plusieurs à avoir. Il y en a une qui fait de la traduction, par exemple. Ça reste des articles, mais c'est pour un média suisse. Moi, par ailleurs, j'écris à côté, mais pour l'instant, c'est pas du tout rémunéré, donc c'est plus pour le kiff et la gloire, un jour peut-être.
Mais voilà, il y a toujours des activités connexes qui sont pas forcément liées au collectif en tant que tel, et pour s'ouvrir à d'autres professions. Pareil, nous on est un collectif, mais on n'est pas cloisonné au sein du collectif du tout. Donc en ce moment, je travaille sur une enquête de violence sexiste et sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas du collectif. Je travaille aussi avec une photographe qui n'est pas du collectif. On est parfois c'est encore une fois c'est de l'humain, c'est des rencontres. Donc il y a vraiment nous les enflammés, c'est le collectif de la survie encore une fois. Donc on se voit une fois par semaine en visio, c'est le quotidien, on sait sur quoi travaille chacune, qui est ce socle commun qui est hyper important, mais ça ne nous empêche pas de vivre à côté et de faire d'autres choses aussi. Oui, alors nous chez Ikaia, ça dépend vraiment des personnes en fait. Moi j'ai fait beaucoup d'éducation aux médias, surtout oui avec la friche aussi. L'enjeu dans le collectif de la friche, c'était aussi d'abord c'est vraiment un collectif, nous qui sommes ouverts à plein de professions différentes, documentaristes, maquettistes, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et nous on avait vraiment un ADN de transmission par l'éducation populaire. Donc pour nous c'est un enjeu qui est un enjeu politique en réalité, éthique, et donc qui n'est pas une ressource simplement de revenus, qui est vraiment un enjeu de transmission, de débattre avec des gens différents. On fait pas que dans l'éducation nationale par ailleurs, hein. Donc on est dans plein d'endroits différents. Ça nous permet aussi de créer des projets à partir de ça, de la parole des personnes qu'on rencontre, etc. Donc c'est un peu hybride, mais voilà. Et donc à titre personnel, j'enseigne aussi dans une école de journalisme, tout simplement. En effet, il y a une question financière, mais moi j'adore enseigner. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important. Après, je questionne dans l'éducation aux médias et dans l'enseignement, lorsqu'on n'est plus du tout journaliste et qu'on ne fait qu'enseigner et faire de l'éducation aux médias, je questionne. Après, je n'ai pas la réponse, je dis pas c'est forcément, mais je me dis à quel moment et à quel endroit on arrive encore à transmettre un métier lorsqu'on ne le pratique plus du tout. Voilà, c'est une vraie question. Une autre question? Je vais vous poser une question quand même assez basique. Excusez-moi, vous avez peut-être été un peu pudique, mais concrètement, comment vous faites circuler la discussion chez vous? Comment vous suivez l'actualité? Il y a des collectifs, par exemple, qui me disent on a des conférences de rédaction toutes les semaines ou tous les mois, ou on a aussi des séminaires de ressourcement un peu psychologiques, etc., qui peuvent se faire une fois ou deux fois par an. Est-ce que vous pratiquez ce genre de rencontres régulières et d'échanges, et y compris comment suivre l'actualité, comment commenter l'actualité, et avoir éventuellement des sujets qui émergent entre vous à partir de l'actualité? Juste petit interstice, Jean-Marie, en parlant de revenus complémentaires, je suis le monsieur aux réseaux sociaux des Assises, et ça fait depuis 1h30 que j'ai pas posté, et on est à la fin de cet atelier, donc il faut juste que je m'exclipse, mais je peux vous laisser terminer si vous voulez la discussion, mais je pense que... Réponds d'abord. Ouais, non, je suis désolé, mais là, il faut que j'y retourne. Ouais, je suis payé pour ça, il faut que j'y retourne, désolé. Sur l'actualité, Christine des Incorrigibles, je ne sais pas trop comment vous répondre. Chacun a un peu ses dadas aux Incorrigibles, donc voilà, on ne fait pas forcément circuler l'actualité entre nous, sauf quand quelqu'un, effectivement, soit un photographe, soit un rédacteur a envie de traiter un sujet et par affinité demande à un binôme de venir avec lui pour travailler les choses. Sinon, on travaille sur des choses relativement différentes. Il y en a qui travaillent pour les féminins, il y en a qui travaillent pour la presse hebdomadaire. Enfin voilà, c'est très varié. Après, sur ce qui est de faire effectivement corps commun, on a ce qu'on appelle nous une CRIM, c'est-à-dire la conférence de rédaction des Incorrigibles de Montreuil, qui normalement a lieu toutes les semaines, c'est-à-dire quand on se retrouve le lundi au milieu, enfin voilà, en même temps qu'on déjeune, on fait un tour de table qui n'est pas obligatoire, hein, puisqu'il y a des jours où on n'a pas envie de parler aussi, on a eu voilà, des déceptions et c'est un petit peu plus dur peut-être d'en parler devant tout le monde, mais le but c'est de se soutenir et donc on fait circuler effectivement les infos, qui travaille sur quoi, voilà, quel témoignage on recherche, et puis tout d'un coup quelqu'un a dit ah ben attends, moi je connais quelqu'un qui pourrait témoigner, donc on fait comme ça. On a aussi des fêtes dans l'année, la fête de fin d'année, la fête d'été où en juin on convoque, enfin on invite des gens journalistes ou anciens journalistes, voilà, pour discuter autour d'un verre. Et
il y a ce vague projet d'un séminaire, peut-être, effectivement. Je n'étais pas à l'Assemblée générale quand il en a été question. Ne soyons pas trop ambitieux. On verra bien ce que ça donne avec le temps. De notre côté, on ne fait pas les séminaires et pas les exorcismes, mais par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de se rassembler à des moments, par exemple aux assises, mais ça peut être le cas aussi à longueur d'onde, de se voir à des événements qui, à la fois, nous intéressent professionnellement et nous permettent de nous rassembler. Et nous, la manière dont on fonctionne hyper concrètement, c'est on se fait une réunion de collectif toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction de nos dispos, et si c'est trop c'est pas la peine quoi, qu'on essaye de limiter à 1 heure, 1 heure et demie maximum, et on fait un peu comme vous en fait, même si c'est en visio, chacune fait son petit tour et peut parler ou d'un article qu'elle a envie d'écrire, ou demander de l'aide pour lire un pitch, ou parler d'une galère qu'elle a eue avec un Red-Chef, ou parler de sa situation perso, comment je vais faire pour écrire mes 12 000 signes et déménager le même week-end, des choses comme ça. Et il n'y a pas de partie commentaire de l'actualité, échange sur l'actu chaude, entre guillemets. C'est vraiment du personnel, quoi. On va se donner des infos sur voilà, combien tu vas demander pour ce projet-là, au fond pour une presse libre, par exemple. Oui, et par rapport aux pigistes du corps à Paris, on fait des apéros 1 fois par mois et c'est assez spontané. En fait, des gens proposent et on parle surtout pas forcément de l'actualité, mais des différents projets qu'on est en train de faire ou sur la vie personnelle. En fait, il y a des gens qui se connaissent depuis très longtemps, donc ça vient aussi une espèce d'amitié. Donc pas forcément sur l'actualité. Et voilà, c'est assez informel en fait, celle des pigistes du corps et celle de l'association Contamos el Mundo. Parfois on parle beaucoup d'actualité en fait. On essaie toujours de poster sur maintenant toutes les injustices, etc., qui se passent pas seulement dans le journalisme, mais aussi avec toutes les guerres, etc. Là, on fait beaucoup plus des commentaires par rapport à l'actualité. Et parfois on se soutient les uns aux autres si on voit, parce que parfois on a des journalistes très très connus en fait et qui se font pas mal harceler, etc., ou par exemple qui donnent des conférences et il y a seulement des hommes, donc on essaie de les soutenir et donc voilà, c'est varié. Alors nous, enflammés, on est assez scolaire dans le sens où on a réussi à sanctuariser on appelle ça conf de rédac du lundi midi, qui dure 1 heure, 1 heure et demie aussi à peu près. On est rarement les 6 présentes parce qu'il y en a une, par exemple Mathilde, elle donne des cours en ce moment, donc elle n'est pas dispo à ce moment-là. Voilà, il peut y avoir des choses personnelles ou un reportage ou un rendez-vous téléphonique, mais on essaye quand même dans notre agenda de prioriser quoi qu'il arrive ce rendez-vous-là. Et donc on peut parler d'actualité de manière très informelle, plutôt l'actualité médiatique d'ailleurs. J'essaie de réfléchir un peu aux conversations qu'on a eues, mais voilà, plutôt des offres d'emploi qu'on voit passer qui sont un peu cryptiques, ou voilà, on est un peu dans ce genre de commentaires café du commerce presque. Et après, donc je dis conférence de rédac, mais en fait on est vraiment sur nos objectifs de la semaine. Notre but c'est de se motiver, de rester motivé, de s'auto-conditionner presque pour remplir nos objectifs finalement. Donc c'est assez productiviste, mais bon, malheureusement on vit dans un monde qui nous demande de travailler pour payer nos loyers, etc. Donc on joue le jeu et on fait un tour de table très concrètement. Chacune dit ses objectifs de la semaine. Si on a des questionnements sur est-ce que cet angle vous paraît pertinent, ou j'ai cette idée de sujet mais je sais pas trop à qui je pourrais le proposer. Voilà, c'est vraiment du cas par cas comme ça, très basique. Et voilà, on rebondit ou pas. Et ensuite, on a un petit CR, donc compte rendu, qu'on s'envoie par mail pour avoir des traces écrites, ce qui nous conditionne aussi à remplir nos objectifs. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on les fait forcément, mais voilà, ça nous motive.
Et après, pareil, on a un objectif de séminaire. Je sais pas pourquoi on a appelé ça comme ça. C'est le vocabulaire de l'entreprise qui a l'air hyper chiant en plus, mais plutôt de long séjour, moyen séjour. Voilà, on a l'objectif de se retrouver à un endroit physiquement, parce que comme on est dans plusieurs endroits, on n'est pas tout à Paris, pour travailler ensemble sur, voilà, soit sur des projets. On aimerait pourquoi pas aller vers des projets communs. On est en train de réfléchir à ça. Créer des outils aussi qu'on pourrait se partager, notamment pour l'autopromo, parce que ça reste important de visibiliser notre travail, même si c'est sur des réseaux méta. Voilà, bon, on n'est pas forcément en adéquation avec les valeurs portées par ce genre d'entreprise, mais ça nous aide quand même à visibiliser notre travail et on voit qu'il y a un impact à le montrer. Et voilà, donc c'est un peu c'est vrai, en fait, on a un défi dans les Enflammés, c'est de se prendre 2 jours en semaine pour travailler ensemble. Voilà, on va peut-être réussir. Pas pour le vécu. C'est-à-dire le vécu. C'est-à-dire, il y a je pense à YouPress, ils se voient 2 fois par an, vraiment pour parler de notre problème de vie, quoi. Voilà. Alors ça, nous, ça fait partie de la conf de rédac, en fait, parce que on va dire, là, mon objectif de la semaine, c'est juste de faire ça, parce qu'en fait, à côté, j'ai des trucs de santé que je dois faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est 6, qu'on se connaît bien, parce que notre vie personnelle impacte notre vie professionnelle, et on a envie d'être dans un endroit où on peut parler de nos galères financières, de nos galères de couple, de parentalité, de décès dans la famille, enfin voilà, de choses qui peuvent parfois être très très intimes. Prenons la une aussi, parfois on a des frustrations de la vie associative, donc ça fait du bien aussi de se pouvoir parler entre membres et pas être continuer dans la frustration de ce dont tu parlais tout à l'heure, mais plutôt d'être dans la communication. Donc si le personnel est toujours là, mais on est amis aussi avant d'être collègues, donc voilà. Oui, je pense c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des liens en fait entre nous dans les collectifs. Moi, il y a c'est Eva de Ikaya. Il y a un point commun chez Ikaya et La Friche, c'est qu'on est potes en fait. Enfin, je veux dire, on s'adore, on est hyper potes. Même quand on s'engueule, on est potes. Donc on se voit quand les gens sont de passage à Paris, quand on part ailleurs. On se prévoit toujours des temps ensemble. À La Friche, les temps communs sont hyper importants. On fait 2 AG par an. Soit à Lille, soit à Paris, soit à Marseille. Donc voilà, c'est prévu. On se paye, l'asso se paye nos billets de train à ceux qui vont. Voilà. Donc en fait, nous, on met de l'argent. À chaque fois que quelqu'un travaille par le biais de La Friche, on met de l'argent de côté pour La Friche, en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là très très communautaire, de communauté à La Friche qui est hyper chouette. Et d'ailleurs, il y a des résidences communes, des résidences de création qu'on fait aussi. Voilà, même si moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et Ikaya, en fait, nous là on est toutes hyper loin aussi, donc mais on est très potes, donc on se parle tout le temps, en fait, tout le temps sur WhatsApp. Et après on a des débats et en fait une des choses qui nous anime beaucoup, c'est la profession en réalité et beaucoup de choses politiques. En fait, on a très peu parlé de politique, mais là nous on travaille beaucoup à l'international. Récemment, il y a eu une tribune de journalistes indépendants qui couvrent l'actualité internationale, qui se plaignaient de la façon de la couverture des médias mainstream en France. Voilà, c'est une voix qui est très importante pour nous. C'est important en fait qu'on puisse se dire, voilà, parce qu'en fait les correspondants sont toujours, sont quasiment tout le temps des indépendants, faut savoir. Donc voilà, les débats politiques, les débats éthiques, déontologie, c'est des choses qui sont très importantes dans nos débats et quand on se voit de façon informelle ou de façon plus formelle, quoi. Et chez Ikaya, c'est très bordélique. On fait de temps en temps des visios, mais on n'a pas du tout de conférence de rédac. Voilà. Mais on se parle tout le temps. Voilà. Merci. Écoutez, on va s'arrêter là, sauf que, comme ça a été annoncé, on a le collectif Bilim en constitution qui se officialise sa création. On voulait qu'il nous dise quelques mots. Il a des caractéristiques particulières dans sa composition. Je trouve que c'était intéressant. Et puis, on boira un pot avec vous. Et puis avant, je voulais remercier les étudiants de l'école de Tours, de PJT, qui nous ont aidés, accompagnés, portés pour préparer cet échange.